Un homme au fait de sa gloire, ayant le monde et ses richesses au bout des doigts, décida d'offrir à sa jeune maîtresse un week-end d'un luxe inégalé. Il réserva la suite présidentielle de l'Hôtel des Tuileries, l'établissement 5 étoiles le plus exclusif de la capitale, un véritable monument dédié à la vieille noblesse et au pouvoir absolu. Il pensait avoir tout planifié à la perfection. Une escapade idéale, un secret bien gardé entre des murs insonorisés. Il croyait que son épouse, une femme belle et discrète qu'il considérait à peine plus que comme un ravissant ornement pour son foyer, n'y verrait que du feu. Mais il commit une erreur fatale, une erreur de calcul monumentale. Il choisit le mauvais hôtel. Il se jeta dans les bras de sa maîtresse pour un week-end de péché, sans réaliser qu'il marchait tout droit au cœur même du royaume de sa femme, et tout droit vers sa propre ruine spectaculaire. Christophe de Valmont rajusta le nœud de sa cravate en soie, son reflet le fixant depuis l'obsidienne polie de la baie vitrée de son bureau d'angle. 45 étages plus bas, Paris s'étendait comme un immense circuit imprimé, un réseau complexe de pouvoir et d'argent que lui, Christophe de Valmont, vice-président principal de la banque d'affaires Valmont et Beaumont Capital, maîtrisait à la perfection. Il était un roi contemplant son domaine. Son costume était un sur-mesure de l'avenue Montaigne. La montre à son poignet était une Patek Philippe Nautilus. Et la voiture qui l'attendait en bas était une Rolls-Royce Ghost bleu nuit. Ce n'était pas de simples possessions. C'étaient les affirmations de sa réussite, les testaments de son ascension impitoyable au sommet de la hiérarchie. Sa vie était un chef-d'œuvre méticuleusement orchestré. Son appartement haussmannien dans le 16e arrondissement faisait régulièrement l'objet de reportages dans les magazines d'architecture. Ses 2 enfants étaient inscrits dans les écoles privées les plus élitistes que l'argent puisse acheter. Et puis, il y avait sa femme, Nathalie. Belle, élégante, issue d'une excellente famille, bien qu'il l'ait toujours considérée en son fort intérieur comme le symbole de la vieille noblesse frappée par une nouvelle pauvreté. Elle était l'épouse mondaine parfaite. Elle gérait la maisonnée avec une efficacité silencieuse, organisait des dîners sans l'ombre d'un défaut, et ne remettait jamais en question ses nuits tardives au bureau. Depuis 15 ans, elle était une présence constante, prévisible et, s'il devait être honnête avec lui-même, plutôt ennuyeuse dans sa vie parfaite. Il la voyait comme un actif précieux, semblable à une action de premier ordre qui versait des dividendes fiables mais sans aucun frisson. De petits coups discrets frappés contre la porte en acajou le tirèrent de sa rêverie. « Entrez », dit-il, la voix suave et autoritaire. La porte s'ouvrit pour laisser apparaître Léa Martin. Elle avait 26 ans, des yeux couleur de whisky et une cascade de cheveux blond miel qui retombaient sur ses épaules. Elle était analyste junior dans le département des fusions et acquisitions, assez vive d'esprit pour être intéressante, mais pas assez ambitieuse pour représenter une menace. Elle était en tout point l'antithèse de Nathalie. Là où Nathalie incarnait l'élégance classique et la réserve silencieuse, Léa était vibrante, exigeante et d'une transparence excitante dans son admiration pour le pouvoir et la richesse de Christophe. Elle referma doucement la porte derrière elle, un sourire espiègle aux lèvres. « Tout est prêt pour ce week-end, patron », ronronna-t-elle en s'appuyant contre son bureau. Le parfum envoûtant de son eau de toilette hors de prix, un cadeau de sa part, emplit l'atmosphère. « Tout est organisé à la perfection », répondit Christophe, un sourire de satisfaction étirant ses propres lèvres. Il s'avança vers elle et posa ses mains sur sa taille. La suite présidentielle à l'hôtel des Tuileries. Du champagne au frais, une réservation privée au relais de l'opéra, et un week-end où ta seule mission sera de prendre du bon temps. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. L'hôtel des Tuileries, Christophe. Cet endroit est légendaire. Je croyais qu'il était impossible d'y obtenir une suite à la dernière minute. Pour la plupart des gens, ça l'est, dit-il, savourant l'expression d'émerveillement sur son visage. Mais le nom de Valmont ouvre encore bien des portes, ma chère. J'ai passé un coup de fil au concierge, j'ai évoqué l'ouverture d'un compte d'entreprise potentiel, et ils ont pratiquement déroulé le tapis rouge. Il ressentit cette montée de fierté qui lui était familière. C'était là son pouvoir, cette capacité à plier le monde à sa volonté d'un simple appel téléphonique. Il avait raconté à Nathalie qu'il s'envolait pour Zurich afin d'assister à une conférence bancaire d'urgence. C'était le mensonge parfait, plausible, d'apparence importante, et justifiant qu'il soit totalement injoignable. Il avait même rempli une mallette de faux rapports financiers, une petite mise en scène qu'il trouvait fort amusante. Nathalie avait préparé sa valise comme elle le faisait toujours, l'expression placide et sans poser la moindre question. Elle lui avait même rappelé de prendre ses médicaments pour la tension. L'ironie de la situation était délectable.
Et Nathalie, demanda Léa, la voix réduite à un murmure, une pointe d'insécurité assombrissant ses traits. Christophe balaya l'air d'un revers de main dédaigneux. Elle croit que je serai en train de négocier avec des banquiers suisses tout le week-end. Elle est probablement en train de planifier son emploi du temps pour le gala de charité ou de discuter des compositions florales avec le fleuriste. Son monde est petit. Confiné. Elle ne se doutera jamais de rien. Il le pensait sincèrement. Nathalie vivait dans une cage dorée qu'il avait bâtie pour elle. Elle avait ses œuvres caritatives, ses déjeuners mondains, son club de lecture avec d'autres épouses de la haute société. Il finançait tout cela, bien entendu, lui versant une généreuse pension qui lui assurait un confort absolu, et qui, supposait-il, la comblait. Il s'était convaincu que son manque d'ambition était le signe de sa satisfaction, et non le voile d'un jardin secret. Elle était une relique, une femme magnifique issue d'une époque révolue, qui ne comprenait rien au sang et à la sueur de l'ambition moderne. Elle n'avait aucune idée de la façon dont tournait le monde réel, ce monde qu'il dominait. « Parfait », souffla Léa en s'abandonnant dans ses bras. « Je te veux tout à moi. »« Ce sera le cas », promit-il en l'embrassant fougueusement. L'excitation de l'interdit, l'audace pure de son acte était enivrante. Il était Christophe de Valmont. Il dictait les règles. Ce week-end n'était pas seulement une question de plaisir. C'était la célébration de son propre statut d'intouchable. Il emmenait sa maîtresse dans l'hôtel le plus opulent de la capitale, un lieu indissociable de l'élite établie, et il le faisait au nez et à la barbe de sa femme. L'arrogance même de la démarche constituait la moitié de son plaisir. Alors qu'il étreignait Léa, l'image de Nathalie pliant calmement ses chemises et les rangeant dans sa valise traversa son esprit. Il ressentit un picotement fugace, presque imperceptible, non pas de la culpabilité, mais un vague malaise. Il le chassa instantanément. Ce n'était que le dernier vestige d'une conscience conventionnelle, et il n'en avait plus aucune utilité. La Rolls-Royce Ghost glissa en silence jusqu'à s'immobiliser sous l'auvent de verre et de fer forgé finement ouvragé de l'hôtel des Tuileries. Un portier vêtu d'un uniforme vert émeraude impeccable, orné d'épaulettes dorées, s'avança avec une grâce maintes fois répétée pour ouvrir la portière de Christophe avant même qu'il n'ait pleinement réalisé qu'ils étaient arrivés. « Bienvenue à l'hôtel des Tuileries, monsieur de Valmont », murmura le portier avec une déférence calculée. Il reconnaissait Christophe, ou du moins, il reconnaissait la voiture et le costume. C'était tout ce qui comptait. Christophe posa le pied sur le trottoir de granit, éprouvant ce sentiment d'arrivée triomphale familier qui accompagnait l'entrée dans un tel établissement. C'était son habitat naturel. Il n'était pas ici un simple client. Il appartenait à cette classe d'individus pour lesquels de tels lieux avaient été édifiés. Léa émergea de l'autre côté, les yeux écarquillés alors qu'elle admirait la façade de l'hôtel, un chef-d'œuvre de l'architecture classique française, tout en sculpture de pierre de taille, arches grandioses et colonnes majestueuses. Elle parut momentanément dépassée, telle une provinciale débarquant au pays des géants. Christophe trouva cela attendrissant. Il lui prit le bras, son contact ferme et rassurant. « Essaie d'avoir l'air à ta place », lui murmura-t-il avec un sourire condescendant. Sa brève insécurité s'évanouit, remplacée par une lueur de détermination dans le regard. Elle releva le menton, serra son bras, et ensemble, ils franchirent les portes à tambour en bronze massif. Le hall était à couper le souffle. C'était une véritable cathédrale dédiée à la richesse. Le plafond s'élevait sur 3 étages, orné d'une magnifique fresque représentant des divinités gréco-romaines se prélassant sur des nuages. Un lustre en cristal colossal, dont on murmurait qu'il provenait d'un ancien palais royal, trônait au centre, baignant l'espace d'une lumière dorée et chaleureuse. Le sol était un damier de marbre d'Italie poli jusqu'à devenir un miroir. L'air était saturé du parfum des lys frais et de l'opulence discrète. Le murmure assourdi des conversations élégantes, le tintement lointain des verres du bar feutré et les notes douces d'un pianiste jouant en direct créaient une symphonie de tranquillité raffinée. Christophe s'avança avec assurance vers la réception, un long comptoir imposant en acajou verni. Une femme arborant un chignon impeccable et un sourire accueillant leur accorda immédiatement toute son attention. « Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'hôtel des Tuileries. » Christophe de Valmont, annonça-t-il en posant sa carte American Express Centurion noire sur le comptoir. « J'ai une réservation pour la suite présidentielle. » Le sourire professionnel de la réceptionniste ne vacilla pas, mais Christophe perçut une lueur de respect accrue dans ses yeux. La suite présidentielle n'était pas une simple chambre. C'était une déclaration de pouvoir. Elle était réservée à la royauté, aux chefs d'État et aux titans de l'industrie.
Bien sûr, monsieur de Valmont. Nous vous attendions, dit-elle, ses doigts effleurant le clavier avec grâce. Tout est en ordre. Vos bagages vont être montés immédiatement. Nous avons également pris la liberté de mettre au frais une bouteille de Dom Pérignon 2008 pour votre arrivée. Excellent, répondit Christophe, un hochement de tête sec lui servant d'unique remerciement. Il se tourna vers Léa, qui faisait de son mieux pour paraître indifférente, mais échouait lamentablement à dissimuler son excitation. Elle essayait discrètement de prendre une photo du lustre avec son téléphone. Il abaissa doucement sa main. « Pas de photo, ma chérie, murmura-t-il. C'est vulgaire. Tu n'es pas une touriste. » Elle rougit légèrement mais rangea son appareil. « Oui, pardon. C'est juste incroyable. » Un chasseur, un homme d'un certain âge au dos parfaitement droit et à l'allure discrète, apparut à leur côté. « Monsieur de Valmont, si vous voulez bien me suivre, je vais vous escorter jusqu'à votre suite. » Ils lui emboîtèrent le pas à travers l'immense hall, le bruit de leurs pas résonnant doucement sur le marbre. Ils croisèrent des clients vêtus avec une élégance rare et une armée silencieuse d'employés qui semblaient tous se mouvoir avec une synchronisation parfaite. L'ascenseur était un écrin de boiserie précieuse doté d'une banquette en velours capitonné. Alors qu'il s'élevait en douceur, le chasseur prit la parole d'une voix basse et respectueuse. « La suite présidentielle est située au dernier étage, monsieur. Elle dispose de sa propre clé d'ascenseur privé pour une discrétion absolue. » Il tendit à Christophe une lourde carte magnétique plaquée or. « Vous aurez à votre entière disposition un majordome attitré, monsieur Henry, 24 heures sur 24. Il vous attend déjà en haut. »« Très bien, » répondit Christophe d'un ton sec. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un vestibule privé. De doubles portes en bois massif et sombre se dressaient devant eux. Le chasseur les déverrouilla et les poussa, s'effaçant avec une révérence élégante. La suite était encore plus spectaculaire que Christophe ne l'avait imaginé. C'était moins une chambre d'hôtel qu'un vaste appartement de maître. Le salon était doté d'immenses baies vitrées offrant une vue panoramique à 180 degrés sur les toits de Paris et les jardins environnants. Un piano à queue trônait dans un coin, un bar luxueusement fourni dans un autre. Le mobilier était un mélange audacieux d'antiquités de grande valeur et de pièces de designer modernes, toutes tapissées de velours et de soieries dans des tons crème, or et bleu roi. Léa laissa échapper un hoquet de surprise, lâchant le bras de Christophe pour tournoyer au centre de la pièce. « Christophe, c'est plus grand que tout mon immeuble. » Il laissa échapper un rire riche et satisfait. « Ça, ma chère, c'est ainsi que vit l'autre moitié du monde. » Non, attends. C'est ainsi que vit le 1%, le chasseur leur fit faire un tour rapide du propriétaire. La salle à manger d'apparat, le bureau, la chambre de maître avec son lit à baldaquin, et une salle de bain qui tenait du sanctuaire de marbre, équipée d'un sauna et d'une baignoire jacuzzi avec vue imprenable sur la ville. Après avoir généreusement gratifié le chasseur qui s'était retiré, Christophe se dirigea vers le bar et versa 2 coupes de la bouteille de Dom Pérignon bien frappée. Il entendit une Léa, qui se tenait près de l'immense bail vitré, hypnotisé par le panorama. « Un toast, dit-il en faisant teinter sa coupe contre la sienne. « À un week-end parfait. »« À nous, répondit-elle, les yeux brillants d'adoration. Ils burent le champagne hors de prix qui crépitait sur leur langue. Christophe se sentait invincible. Tout était parfait. Chaque détail avait été maîtrisé, chaque éventualité anticipée dans cette forteresse céleste. Il était intouchable. Il avait réussi à compartimenter sa vie avec brio. La belle épouse docile dans l'appartement haussmannien, la maîtresse palpitante dans ce palais dans les nuages. Il se croyait le maître absolu de son univers, un marionnettiste de génie tirant toutes les bonnes ficelles. Il n'avait aucun moyen de savoir que l'une de ces ficelles, un lien qu'il croyait rompu et oublié depuis longtemps, était attachée aux fondations même du bâtiment dans lequel il se trouvait. La première journée fut un tourbillon de perfection hédoniste. Ils commandèrent au service d'étage sur une carte qui semblait infinie, se prélassèrent dans des peignoirs moelleux et profitèrent pleinement des équipements fastueux de la suite. Christophe éprouvait un profond sentiment d'accomplissement. Il l'avait bien mérité. Le stress des transactions à plusieurs milliards et des fluctuations boursières fondaient face à un tel confort absolu. Ce soir-là, ils dînèrent au relais de l'Opéra, le restaurant 3 étoiles Michelin de l'hôtel. Le maître d'hôtel accueillit Christophe par son nom, les installant à la meilleure table de la salle, une banquette isolée offrant une vue sur le jardin privé du restaurant. Le repas fut une performance élaborée de haute volée culinaire. Les plats se succédaient,
tous plus exquis les uns que les autres. Christophe commanda une bouteille de Château Margaux qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de Léa, et il savoura la façon dont ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il lui en révéla le prix. Il mettait en scène son pouvoir pour elle, et elle constituait le public idéal. Tout au long de la soirée, il la régala de récits sur ses triomphes financiers, sur les contrats qu'il avait arrachés et les rivaux qu'il avait écrasés. Il se peignait en titan des temps modernes. Et elle l'écoutait avec une attention fascinée, sa main posée sur la cuisse de son amant sous la table. Il se sentit plus puissant, plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. C'était cette validation qu'il recherchait désespérément, cette adoration que sa femme Nathalie ne lui avait jamais vraiment accordée. L'admiration de Nathalie avait toujours été silencieuse, mesurée. C'était l'approbation sereine d'une partenaire, non la vénération haletante d'une dévote. Le lendemain matin, Christophe se réveilla tard, le soleil filtrant à travers l'interstice des lourds rideaux de soie. Léa dormait encore, ses cheveux blonds étalés sur les oreillers à la densité de fils démesurés. Il se glissa hors du lit, se sentant reposé et comblé. Il décida de profiter du hammam de la salle de bain en marbre avant de commander le petit déjeuner. En sortant de la douche à vapeur, il attrapa l'un des lourds et épais peignoirs suspendus à un porte-serviette chauffant. Il était d'une douceur invraisemblable, tissé dans le coton égyptien le plus fin. Il l'enfila et noua la ceinture, ses yeux parcourant son reflet dans le miroir antibué. C'est à ce moment-là qu'il le remarqua. Sur le revers du peignoir, brodé d'un fil d'argent subtil et d'une rare élégance, figurait un chiffre. C'était un N entrelacé avec un RNR. Il fronça les sourcils, traçant les lettres du bout du doigt. NR. Que cela pouvait-il bien signifier? Il se rappela vaguement le nom d'un célèbre fondateur de l'hôtellerie française dont on lui avait parlé, Nicolas de Rochefort. Peut-être était-ce cela? Une fioriture rendant hommage à la lignée fondatrice du palace. Cela semblait plausible. Cet hôtel était imprégné des traditions européennes de l'Ancien Monde. Pourtant, c'était un détail étrangement spécifique. Il balaya cette pensée. Ce n'était qu'un chiffre brodé. Il retourna dans le salon principal de la suite, ceintura fermement son peignoir et appela leur majordome, Monsieur Henri, pour qu'il dresse le petit déjeuner. Pendant qu'il patientait, son regard vagabonda dans la pièce, s'attardant désormais sur les détails plus discrets qui lui avaient échappé lors de son premier éblouissement. Il remarqua la papeterie disposée sur le bureau en acajou, un papier vélin épais de couleur crème. Il saisit une feuille. Dans le coin supérieur, repoussé à sec avec la même typographie élégante que celle du peignoir, se trouvaient les initiales entre la CNR. Un malaise vague et indéfinissable commença à poindre au creux de son estomac. C'était comme entendre une seule note dissonante dans une symphonie par ailleurs majestueuse. Lorsque Monsieur Henri arriva, poussant un chariot surchargé de leur petit déjeuner le saumon fumé, œufs brouillés à la truffe, viennoiserie encore chaude et cafetière en argent massif, Christophe se décida à poser la question. Monsieur Henri, commença-t-il en s'efforçant d'adopter un ton désinvolte. J'admirais justement l'identité visuelle de l'établissement. Ses initiales, dit-il en désignant le papier à lettres. NR. Est-ce en l'honneur du fondateur de l'hôtel? Le majordome, un homme dont le visage était un masque impénétrable de discrétion professionnelle, marqua une pause d'une fraction de seconde. Le monogramme représente la propriété, monsieur. C'est la signature de l'hôtel depuis de très nombreuses années. La réponse était courtoise, professionnelle, et ne lui apprenait absolument rien. La légère hésitation, cependant, n'avait pas échappé à Christophe. C'était un homme dont le métier consistait à lire à travers les gens, capable de repérer un bluff à l'autre bout d'une table de conseil d'administration. Le majordome éludait la question. Je vois, dit Christophe en laissant tomber le sujet, mais il ne parvenait pas à s'en détacher. Tandis qu'il prenait son petit déjeuner, ces lettres résonnaient dans son esprit. La familiarité de la chose le rendait fou. Cela effleurait les contours de sa mémoire, un nom ou un lieu qu'il n'arrivait pas tout à fait à saisir. Il pensa à Nathalie. Son nom de jeune fille était de Rochefort. Nathalie de Rochefort. NR. La pensée le frappa avec la violence d'un coup physique. Il en reposa brutalement sa tasse de café dans un fracas de porcelaine. C'était impossible. C'était une coïncidence absurde. Sa famille avait été fortunée, certes, mais ils avaient perdu la majeure partie de leur patrimoine des générations auparavant. Son père, Guillaume de Rochefort, avait été un homme calme et sans prétention, décédé 10 ans plus tôt en laissant à Nathalie un héritage modeste, que Christophe avait,
bien sûr, absorbé dans son propre portefeuille boursier pour le gérer à sa place. Il se souvenait de Guillaume comme d'un gentilhomme d'une époque révolue, parlant sans cesse de standing et de transmission, mais semblant posséder peu de substance réelle. Il avait possédé quelques petits hôtels de charme, se remémora Christophe, mais rien de l'envergure de l'hôtel des Tuileries. Non, c'était impossible. Un saut de logique ridicule et paranoïaque. Il devait y avoir des centaines de noms correspondant à ses initiales. Nicolas de Rostand, Norbert Renaud. Des hypothèses bien plus probables. Il jeta un coup d'œil à Léa, qui photographiait joyeusement son assiette esthétiquement dressée pour ses réseaux sociaux. Elle était totalement étrangère à son tourment intérieur. « Tout va bien, Christophe ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, dit-elle en levant enfin le nez de son téléphone. Très bien, trancha Théil d'un ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Je pensais simplement au marché financier. Il se força à se détendre. Il se comportait comme un idiot. Il était à l'apogée d'un week-end parfait, et il laissait un stupide monogramme l'effrayer. Il était Christophe de Valmont. Il avait le contrôle. C'était son monde, son hôtel, son week-end. Les initiales n'étaient qu'une coïncidence, rien de plus. Mais pendant tout le reste de la journée, il ne parvint pas à se débarrasser de ce sentiment d'angoisse. Il commença à voir le monogramme partout, sur la minuscule pince à sucre en argent, sur le luxueux cuir du menu du service d'étage, sur le coin des serviettes en lin. À chaque fois qu'il le voyait, l'image du visage calme et serein de sa femme s'imposait à lui. La femme qu'il croyait connaître si bien, la femme qu'il avait jugée simple et prévisible. La cage dorée qu'il avait construite pour elle lui apparut soudain moins comme une prison et davantage comme une forteresse à l'intérieur de laquelle il n'avait jamais daigné regarder. L'idée perturbante s'insinua, indésirable, et s'il ne connaissait pas du tout sa femme. Pour leur dernière soirée, Christophe avait prévu de recréer la magie de la première. Il effectua une nouvelle réservation au relais de l'opéra, demandant cette fois le menu dégustation du chef avec l'accord mets et vin de prestige. Il était déterminé à secouer cette paranoïa bizarre qui lui collait à la peau depuis le matin. Il allait noyer son malaise dans un grand cru de Bordeaux et réaffirmer son emprise. Lui et Léa s'habillèrent. Il portait un costume sombre sur mesure et Léa une sublime robe rouge dos nu qu'il lui avait achetée. Alors qu'il se tenait devant le miroir, il ressentit un regain d'assurance. Ils ressemblaient à un couple de pouvoir. Ils étaient à leur place. Le monogramme n'était qu'un mirage, le fruit d'une imagination surmenée. Ils descendirent au restaurant, l'ascenseur privé les déposant une fois de plus dans cet univers d'élégance feutrée. Le maître d'hôtel, Jean-Luc, les accueillit avec un sourire encore plus chaleureux que la veille. « Monsieur de Valmont, c'est un immense plaisir de vous revoir. Votre table est prête. Le chef est très impatient de vous présenter le menu de ce soir. » Ils furent conduits vers la même banquette intime. Christophe s'enfonça dans le velours épais, rassuré par cet environnement familier. Il commanda une bouteille de champagne Krug pour commencer, un geste de célébration censé bannir les derniers vestiges de ses angoisses irrationnelles. « Tu sais, dit Léa en se penchant en avant et en posant sa main sur la sienne, c'est le week-end le plus incroyable de toute ma vie. Je me sens comme une princesse. » « Tu le mérites, déclara Christophe, la confiance de retour. Il avait été ridicule. C'était sa vie. Il avait rendu tout cela possible. Les premiers services furent sublimes, un délicat velouté d'huîtres, suivi de noix de Saint-Jacques snackées à l'écume d'agrumes. La conversation était légère, et le rire de Léa résonnait comme une musique lavant ses dernières inquiétudes. Il s'apprêtait à lever son verre pour porter un toast à leur avenir lorsqu'il remarqua un changement subtil dans l'atmosphère du restaurant. Une énergie silencieuse, une onde de tension se propageait depuis l'entrée. Le personnel, d'ordinaire l'incarnation même du professionnalisme placide, semblait soudain se tenir un peu plus droit. Jean-Luc, le maître d'hôtel, s'entretenait d'un ton bas et urgent avec un homme en costume sombre doté d'une oreillette de sécurité. Christophe observa la scène avec une vague curiosité. « On dirait qu'un client très important vient d'arriver », glissa-t-il à Léa. Un instant plus tard, Jean-Luc se dirigea vers leur table, son expression savamment transformée en un masque de contrition et d'extrême déférence. Il avait l'air profondément mal à l'aise. « Monsieur de Valmont, » commença-t-il d'une voix basse. « Je vous présente mes plus sincères excuses pour cette interruption. »« Y a-t-il un problème ?» demanda Christophe, une pointe d'irritation perçant dans sa voix. Avant que Jean-Luc ne puisse répondre,
la source de cette agitation apparut au grand jour. Un petit groupe de personnes venait de pénétrer dans le restaurant et se tenait près de l'entrée, inspectant la salle. À la tête de ce groupe se trouvait une femme. Le sang de Christophe se glaça dans ses veines. La flûte de champagne qu'il tenait lui parut soudain peser une tonne, ses doigts s'engourdirent. C'était Nathalie. Elle n'était pas la Nathalie qu'il avait laissée à la maison, la femme au gilet en cachemire et au collier de perles de bon ton. C'était une toute autre créature. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine d'une coupe éblouissante qui mettait en valeur sa silhouette grande et élancée. Ses cheveux, habituellement coiffés en un chignon souple et brillant, arboraient une coupe lisse et sévère qui encadrait un visage figé dans une expression de calme glacial et d'autorité absolue. Ses seuls bijoux consistaient en une paire de gros clous d'oreilles en diamant qui étincelaient comme des éclats de glace. Elle était flanquée de 2 hommes. L'un était un vieux monsieur distingué aux cheveux d'argent et au regard perçant, un homme que Christophe reconnut avec un choc horrifié, maître Bernard Lefebvre, le légendaire et impitoyable avocat d'affaires qui avait été un ami intime du père de Nathalie. L'autre était le directeur général de l'hôtel, un homme que Christophe avait aperçu sur les photos de la brochure de l'établissement. Il se tenait légèrement en retrait, tels des lieutenants dévoués escortant leur général. Léa, suivant le regard pétrifié de Christophe, se retourna. « Christophe, qui est-ce ? Tu la connais » murmura-t-elle, un froncement de sourcils confus barrant son visage. Elle ressemble un peu à ta. Sa voix s'éteignit à mesure que la réalité de la situation s'imposait à elle. Les yeux de Nathalie balayèrent la salle, froids et méthodiques, avant de se poser directement sur leur table. Il n'y avait aucun choc dans son regard. Aucune surprise. Il n'y avait qu'une reconnaissance glaciale et délibérée. C'était le regard d'un prédateur qui avait enfin localisé sa proie. Le restaurant tout entier avait sombré dans le silence. Les dîneurs étaient figés, les fourchettes à mi-chemin de leur bouche, leur conversation feutrée morte dans l'œuf. Le seul son perceptible était le claquement régulier des talons de Nathalie sur le sol en marbre alors qu'elle s'avançait vers eux. Ce fut la plus longue marche de la vie de Christophe. Chaque pas résonnait dans ce silence de cathédrale, un battement de tambour marquant les secondes avant que son monde ne s'effondre. Son esprit s'emballait, tentant désespérément de formuler un mensonge, une explication, une échappatoire. Mais il n'y en avait aucune. Les murs soigneusement bâtis de sa double vie ne se contentaient pas de se fissurer. Ils étaient en train d'être vaporisés sous ses propres yeux. Il regarda Léa, dont le visage avait blêmi, son sourire souligné de rouge à lèvres figé dans un rictus de terreur. Il regarda les autres clients, dont les visages mêlaient curiosité et pitié. Et puis il reporta son regard sur sa femme, qui n'était plus qu'à quelques mètres. Dans ses yeux, il ne vit pas l'épouse blessée qu'il aurait pu s'attendre à trouver. Il vit une étrangère. Il vit une reine venue reprendre son trône, et il sut, avec une certitude qui lui glaça les os, qu'il n'était rien de plus qu'un intrus dans son propre royaume. Nathalie s'arrêta devant leur table. Elle n'accorda pas un regard à Léa, toute son attention, froide et sans partage, était focalisée sur Christophe. Le parfum qu'elle portait, une fragrance subtile et onéreuse qu'il n'avait pas sentie sur elle depuis des années, vint lui caresser les narines. C'était une odeur vive et pure, comme l'air glacé de l'hiver. « Christophe, dit-elle. » Sa voix était parfaitement neutre, dépourvue de la moindre émotion. C'était le ton qu'elle employait pour donner des instructions au personnel de maison, calme et définitif. « Je crois que vous occupez ma place. » La déclaration resta suspendue dans l'air, un chef-d'œuvre de double sens. Christophe la fixa, la bouche sèche. Il sentait une centaine de regards braqués sur lui. La façade soigneusement façonnée de Christophe de Valmont, le maître de l'univers, volait en éclats comme du verre bon marché. « Nathalie, bredouilla-t-il, l'esprit transformé en une ardoise vierge par la panique. « Que fais-tu ici ? Je croyais que tu étais à Paris pour le gala de charité. » Un léger sourire, teinté d'une ironie mordante, effleura ses lèvres. « J'ai annulé. Une affaire plus importante requérait mon attention. » Son regard glissa enfin vers Léa. Un coup d'œil rapide et méprisant qui jaugea la robe hors de prix et l'expression terrorisée. Elle la regarda non pas comme une rivale, mais comme on regarderait un meuble qui jurerait avec le décor. « Et je vois que vous avez amené une invitée. » Léa se recroquevilla sur sa chaise, fixant Christophe avec des yeux implorants et remplis de terreur. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. Nathalie reporta son attention sur Christophe.
Le vouvoiement qu'elle utilisait désormais frappait comme un fouet. Je dois dire, Christophe, que je suis impressionné. La suite présidentielle, le relais de l'opéra. Vous avez des goûts de luxe. Il est réconfortant de savoir que vous appréciez l'entreprise familiale. L'entreprise familiale. Ces mots le frappèrent de plein fouet, reliant enfin les points de ce puzzle terrifiant qui le tourmentait depuis le matin. Le monogramme NR. Nathalie de Rochefort. Je ne comprends pas, parvint-il à articulé, bien que la vérité s'abatte déjà sur lui avec la violence d'un tsunami. Laissez-moi éclairer votre lanterne, reprit Nathalie, sa voix baissant d'un ton, devenant encore plus incisive, chaque mot semblable à une lame soigneusement affûtée. Mon père, Guillaume de Rochefort, a fondé le groupe hôtelier Rochefort il y a 60 ans. Son premier établissement était une petite auberge en province, mais c'était un homme brillant. Il a bâti un empire, pièce par pièce, de ses propres mains. L'hôtel des Tuileries était son chef-d'œuvre. Le joyau de sa couronne. À sa mort, il m'a légué l'intégralité de ses parts majoritaires. La totalité. Elle marqua une pause, laissant l'information faire son effet. Le restaurant entier écoutait, captivé par le drame réel qui se jouait sous leurs yeux. Pendant 10 ans, poursuivit-elle, j'ai autorisé un conseil d'administration, trié sur le volet par mon père, à gérer les opérations quotidiennes de la société. Je préférais une vie tranquille. Je voulais élever mes enfants. Je voulais être une épouse. J'avais la conviction que le monde bâti par mon père était entre de bonnes mains. Et j'avais confiance en mon mari. Ses yeux transpercèrent les siens. Et pour la première fois, il vit vaciller l'immense douleur qu'il lui avait infligée, mais elle fut immédiatement réprimée, supplantée par une volonté d'acier trempé. Mais récemment, j'ai décidé qu'il était temps de jouer un rôle plus actif. Depuis lundi dernier, lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, j'ai dissous le conseil d'administration et j'ai repris la place qui me revient de droit. Je suis l'unique présidente directrice générale du groupe hôtelier Rochefort, qui possède ce palace ainsi que 117 autres établissements à travers le monde. Le monogramme que vous voyez partout. Il ne signifie pas Nicolas de Rochefort. Il signifie Nathalie de Rochefort. Bienvenue dans mon hôtel, Christophe. Le silence dans la pièce était total. Christophe sentit le sang quitter son visage. Il n'était pas un roi en territoire conquis. Il n'était qu'un imbécile qui avait organisé une fête dans la fosse aux lions, ignorant que la lionne était chez elle. Nathalie tourna alors son regard inflexible vers Léa. « Mademoiselle Martin, n'est-ce pas ?» Léa hocha la tête, tremblante de la tête aux pieds. « Vous êtes analyste chez Valmont et Beaumont Capital. Il me semble que coucher avec un vice-président principal, votre supérieur hiérarchique direct, constitue une violation flagrante de la clause de moralité de votre entreprise. Sans parler d'un grave manque de discernement. Considérez que votre contrat de travail est rompu. Maître Lefebvre a déjà pris contact avec le directeur des ressources humaines de votre cabinet et avec son conseil. Inutile de vous rendre au bureau lundi. » Léa laissa échapper un petit hoquet étranglé. Son week-end de rêve venait de se transformer en un cauchemar brisant sa carrière à jamais. Enfin, Nathalie se tourna vers l'homme avec qui elle était mariée depuis 15 ans. « Quant à vous, Christophe, nos comptes bancaires joints, qui abritent les fonds de la fiducie de ma famille que vous vous étiez si généreusement proposé de gérer pour moi, ont été gelés. Les serrures de l'appartement haussmannien du 16e ont été changées. Vos affaires personnelles sont en train d'être emballées à l'heure où nous parlons et seront livrées à votre bureau. Ne prenez pas la peine de rentrer chez nous. Vous n'y êtes plus le bienvenu. » Elle glissa la main dans son sac et en tira un unique document, qu'elle posa sur la table, entre l'assiette de Christophe et son verre à vin. Ce sont les papiers du divorce rédigés par Maître Lefebvre. Mes conditions sont non négociables. Vous découvrirez que j'ai méticuleusement documenté vos frasques au cours des 3 dernières années. Vous allez les signer. Vous partirez sans rien d'autre que les vêtements que vous portez. Et vous ne reverrez jamais nos enfants sans mon consentement explicite et sous surveillance. Si vous me combattez, j'utiliserai tout le poids de mon influence et de mes ressources pour détruire non seulement votre carrière, mais votre nom lui-même.
Je veillerai à ce que le nom de Valmont soit synonyme d'humiliation et d'échec dans tous les cercles financiers de la planète. Suis-je bien clair? Christophe ne put que la dévisager, privée de la parole. La femme qu'il avait traitée avec condescendance, sous-estimée et reléguée au rang d'objet décoratif, venait de démanteler systématiquement l'intégralité de sa vie en moins de 3 minutes, sur la place publique, avec la précision clinique d'un chirurgien. Sur ces mots, elle pivota. « Jean-Luc, dit-elle au maître d'hôtel qui se tenait non loin, pâle et raide, veuillez vous assurer que l'invité de Monsieur de Valmont soit escorté hors de l'établissement. Et présenter à Monsieur de Valmont la facture de son séjour dans son intégralité. Il réglera avec sa carte personnelle. » Elle jeta un dernier et long regard à Christophe. C'était un regard de finalité, d'un vieux chapitre qui se clôt et d'un nouveau qui commence. Il n'y avait aucune haine, seulement une indifférence profonde et glaçante. Puis, flanquée de son avocat et du directeur de l'hôtel, la présidente Nathalie de Rochefort tourna les talons et quitta le restaurant, la posture majestueuse, son contrôle absolu, laissant derrière elle les ruines fumantes de la vie qu'elle venait d'incinérer. Pendant un long moment après le départ de Nathalie, Christophe resta pétrifié, une statue de stupeur et de honte. Le silence qui régnait dans le restaurant fut finalement brisé par un sanglot étouffé de Léa. Elle repoussa violemment sa chaise, le visage ravagé par le mascara qui coulait et par l'incrédulité. « Mon travail » murmura-t-elle en dévisageant Christophe comme si elle le voyait pour la première fois, non plus comme un titan de l'industrie, mais comme l'architecte de sa propre perte. « Tu as dit. Tu avais dit que tu gérais la situation. »« Je le croyais, » balbutia-t-il, les mots ayant le goût de la cendre dans sa bouche. 2 agents de sécurité, discrets mais fermes, se matérialisèrent près de leur table. Jean-Luc, le maître d'hôtel, s'approcha, le visage grimé d'un masque de regret professionnel. « Mademoiselle, dit-il doucement à Léa. Si vous voulez bien nous suivre. » Léa promena un regard affolé des vigiles à Christophe, mais celui-ci ne lui offrit aucune aide. Il ne parvenait même pas à croiser son regard. Humiliée, elle attrapa sa petite pochette de soirée et se laissa emmener, sa robe rouge telle une estafilade de honte tranchant avec les tons feutrés du restaurant. L'instant où elle disparut, Jean-Luc déposa un porte-addition en cuir sur la table. « Votre facture, Monsieur de Valmont. » Christophe la fixa du regard. Il l'ouvrit mécaniquement. La somme indiquée à l'intérieur était astronomique. La suite, le service d'étage, les grands crus classés, les menus dégustation. C'était un montant qui aurait fait suffoquer le commun des mortels, mais qui, pour lui, aurait dû être une simple broutille. Il sortit son portefeuille, les mains tremblant légèrement. Il tendit la carte noire à Jean-Luc. Le maître d'hôtel revint une minute plus tard, l'expression encore plus peinée. « Mes excuses, Monsieur de Valmont. La carte a été refusée. » « Quoi » s'esclaffa Christophe d'un rire nerveux. « C'est impossible. Repassez-la. »« Nous l'avons fait, monsieur. À 3 reprises. Il semblerait que le compte ait été suspendu. Bien sûr, les comptes joints. » Nathalie ne s'était pas contentée de les geler. Elle avait probablement fait annuler toutes ses cartes secondaires. Il fouilla pour trouver une autre carte, une visa d'entreprise. Essayez celle-ci. Jean-Luc revint de nouveau, secouant imperceptiblement la tête. Également refusé, monsieur. Le sang afflua au visage de Christophe. Les autres convives ne faisaient même plus semblant de ne pas regarder. Leur chuchotement formait un bourdonnement continu de jugement. Il n'était plus l'un des leurs. Il était devenu le divertissement de la soirée. C'est ridicule. Il doit y avoir une erreur, tempêta Christophe en élevant la voix. Le directeur de l'hôtel, le même homme qui avait secondé Nathalie, s'approcha de la table. Son attitude n'avait plus rien de déférent. Elle était froide et martiale. « Monsieur de Valmont, peut-être possédez-vous un autre moyen de paiement. Dans le cas contraire, nous devrons considérer ceci comme une grivellerie et faire appel aux autorités. » La menace plana dans l'air, lourde et suffocante. Christophe de Valmont, un homme qui déplaçait des milliards d'euros avant même de prendre son petit déjeuner, n'était pas en mesure de régler sa note d'hôtel. L'humiliation était totale.
Il n'avait pas d'espèce, plus aucune carte valide. Il était pris au piège. Maître Bernard Lefebvre, l'avocat de Nathalie, réapparut à la lisière de la salle à manger. Il s'avança vers le directeur, lui glissa quelques mots à voix basse, puis s'adressa à Christophe. « Monsieur de Valmont », déclara maître Lefebvre d'une voix rocailleuse. « Madame de Valmont, c'est-à-dire Madame de Rochefort, a gracieusement proposé de solder votre note. Elle sera déduite de la maigre compensation financière que vous auriez pu espérer obtenir lors de votre divorce. Considérez cela comme son ultime présent à votre égard. » Il fit glisser les papiers du divorce plus près de Christophe. « Je vous suggère de les signer sur le champ. » Vaincu, Christophe saisit le stylo, sa signature, d'ordinaire une paraphe audacieuse et assurée, ne fut qu'un gribouillage pathétique et tremblant. Il avait été totalement et magistralement mis échec et mat, à présent, dit le directeur d'une voix dure, vous avez 10 minutes pour rassembler vos effets personnels et libérer les lieux. La sécurité va vous escorter. La marche de la honte depuis le restaurant, à travers le grand hall, et la montée dans l'ascenseur furent un calvaire sans nom. Chaque regard d'un client, chaque œillade d'un membre du personnel lui infligeait une blessure physique. La déférence et le respect s'étaient volatilisés, remplacés par le mépris et une froide indifférence. Dans la suite, ses affaires avaient déjà été jetées pêle-mêle dans sa valise par un majordome au visage de marbre. 10 minutes plus tard, Christophe de Valmont se tenait sur le trottoir devant l'hôtel des Tuileries, à l'endroit précis où il était arrivé en se sentant comme un roi tout juste 24 heures auparavant. Le portier, qu'il avait accueilli avec tant d'empressement, regardait désormais droit à travers lui. Sa Rolls-Royce avait disparu, emmenée à la fourrière, supposa-t-il, puisqu'elle était au nom de Nathalie. Une pluie fine, froide et misérable commença à tomber. Il tenta de commander un VTC, mais son application était liée à ses cartes annulées. Il resta planté là, un homme dans un costume à plusieurs milliers d'euros avec un téléphone inutile et un portefeuille vide, tandis que les taxis et les limousines passaient en trombe devant lui. Il était coincé. Il se mit à marcher, la bruine détrempant la veste de son costume. Il n'avait nulle part où aller. Sa maison n'était plus la sienne. Son bureau ne serait qu'un théâtre de honte. Ses prétendus amis, il le savait, se rangeraient du côté du pouvoir et de l'argent de la vieille noblesse. Il prendrait le parti de Nathalie de Rochefort. La rumeur de cette humiliation retentissante voyagerait à travers leur cercle mondain à la vitesse de la lumière. Il trouva une cabine téléphonique, une relique d'une autre époque, et utilisa les quelques pièces de monnaie qui traînaient au fond de sa poche pour appeler son dernier allié, un jeune associé de sa banque nommé François. « François, c'est Christophe. Je suis dans un pétrin noir. Une véritable catastrophe. » Il tenta de s'expliquer, mais son récit ne fut qu'un charabia décousu et paniqué. François l'écouta, et lorsque Christophe eut terminé, il y eut un long silence. « Christophe, dit François, la voix crispée. Je viens tout juste de recevoir un email du conseil d'administration. C'est à ton sujet. Il convoque une réunion de crise lundi matin. Christophe, il invoque la clause de moralité. L'avocat de ta femme leur a fait parvenir un dossier complet. Des photos, des relevés bancaires. Tout. Ils vont te licencier. » Le combiné glissa des doigts engourdis de Christophe, heurtant le métal de la cabine téléphonique dans un bruit sec. C'était terminé. Totalement. En l'espace d'une seule soirée, il avait perdu sa femme, ses enfants, son foyer, sa maîtresse, son travail et sa fortune. Nathalie ne l'avait pas seulement vaincu. Elle l'avait effacé. Il leva les yeux vers la suite présidentielle étincelante de l'hôtel des Tuileries, un phare de puissance brillant très haut au-dessus de Paris. Il avait volé trop près du soleil, sans jamais réaliser que le soleil était sa propre femme. Et désormais, il tombait en chute libre, sans aucun sol en vue pour le rattraper. 6 mois plus tard, le monde avait continué de tourner, et Christophe de Valmont avait été laissé sur le bord du chemin. Le nom qui forçait autrefois le respect dans les sphères financières n'était plus qu'un murmure d'avertissement, une légende urbaine que l'on racontait aux jeunes loups de la finance pour illustrer les périls de l'ubris. Comme Nathalie l'avait promis, sa victoire n'était pas seulement une défaite pour lui. C'était une éradication pure et simple.
La réunion d'urgence du conseil d'administration de Valmont et Beaumont Capital n'avait été qu'une simple formalité, une exécution clinique et expéditive. Son bureau avait été vidé avant même qu'il n'ait eu le temps de digérer son renvoi. La clause de moralité, un paragraphe de jargon d'entreprise auquel il n'avait jamais prêté la moindre attention, était devenue la guillotine qu'il avait tranchée de l'œuvre de sa vie. Sa nouvelle réalité était une cape étouffante d'anonymat et d'échec. L'appartement haussmannien du 16e avait été remplacé par une chambre de bonne décrépite au 3e étage sans ascenseur, dans un quartier éloigné de Saint-Denis, un endroit qui sentait l'humidité et les fritures de ses voisins. Les immenses baies vitrées qui offraient jadis des vues panoramiques sur la capitale se résumaient désormais à un carreau maculé de crasse donnant sur un mur de briques recouvert de tags. Le silence de son ancienne vie, un silence de luxe feutré, avait été supplanté par le vacarme incessant des sirènes, des disputes de paliers et les gémissements métalliques du vieux radiateur. Il avait vendu la Patek Philippe, puis les boutons de manchette, puis sa collection d'art dont il était si fier. Chaque vente était une petite mort, écaillant l'homme qu'il avait été, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide. Il travaillait désormais pour une petite société de services financiers sans envergure. Son bureau d'angle était devenu un box étriqué sous la lumière blafarde des néons grésillants. Lui qui, autrefois, faisait trembler les marchés d'un simple coup de téléphone, passait maintenant ses journées à effectuer de la saisie de données abrutissantes et des contrôles de conformité, un travail jadis relégué aux stagiaires dont il n'avait jamais pris la peine d'apprendre les prénoms. Son patron était un homme de 15 ans son cadet, un diplômé suffisant et ambitieux qui traitait Christophe avec un mépris à peine voilé, pleinement conscient de ce qu'il avait été et se délectant de sa déchéance. Parfois, il croisait de jeunes femmes dans les couloirs, brillantes et avides de réussir, qui lui rappelaient Léa, et il ressentait une violente bouffée de ressentiment amer. Ce n'était pas des remords pour la carrière gâchée de la jeune femme, mais de la rage à l'idée que ses propres appétits l'aient conduit dans ce gouffre. Ces soirées étaient le pire moment. L'isolement profond était une présence physique étouffante dans son minuscule réduit. Il avait essayé d'appeler d'anciennes relations, ces hommes avec qui il partageait jadis des cigares et des scotch hors d'âge. Les appels restaient sans réponse. Les rares qui décrochaient étaient brefs et glaciaux, invoquant des excuses avant de mettre rapidement fin à la conversation. Il était devenu un passif toxique, un lépreux de la haute société. Il n'appartenait plus au club. Il n'était plus qu'un homme dans un appartement misérable, hanté par le fantôme de sa splendeur passée, s'enivrant de son apitoiement et de mauvais whisky bon marché qu'il buvait chaque soir. Tandis que Christophe s'enlisait dans la fange qu'il avait lui-même créée, Nathalie, elle, s'élevait. En endossant son rôle de présidente directrice générale du groupe hôtelier Rochefort, elle ne se révéla pas seulement compétente. Elle se montra redoutable. Ces années d'observation silencieuse, à être sous-estimée et ignorée, l'avaient forgée en une dirigeante perspicace et implacable. Elle percevait des choses que l'ancien conseil d'administration, composé d'hommes confortablement installés dans leurs habitudes, avait totalement manqué. Un après-midi, dans l'immense salle de conseil située au dernier étage de la tour Rochefort, elle présentait son projet phare, l'initiative écologique Rochefort. Il s'agissait d'un plan colossal de plusieurs milliards d'euros, étalé sur une décennie, visant à rendre l'ensemble de la chaîne hôtelière neutre en carbone, en mettant l'accent sur les approvisionnements durables, les énergies renouvelables et l'investissement local. Un membre du conseil d'administration, un homme corpulent aux cheveux argentés nommé Gérard de Montclair, vestige de l'ancienne garde et ami de son défunt père, s'éclaircit la gorge avec condescendance. Nathalie, avec tout le respect que je vous dois, c'est un noble sentiment, mais vos chiffres sont idéalistes. L'investissement initial va sabrer nos marges bénéficiaires pendant des années. Nos actionnaires attendent des dividendes sonnants et trébuchants, pas des étalages de bonne conscience. Nathalie ne sia pas. Elle soutint son regard avec ses yeux calmes et inébranlables. Je vous remercie, Gérard. J'apprécie votre perspective traditionnelle. Le mot « traditionnel » fut prononcé avec une précision chirurgicale, le faisant sonner comme un synonyme parfait et obsolète. Elle pressa un bouton et l'écran derrière elle s'illumina de graphiques complexes et de projections de données. Ce que vous qualifiez d'étalage de bonne conscience, Gérard? Je l'appelle garantir notre avenir.
Notre cœur de cible, les voyageurs de moins de 40 ans disposant d'un fort pouvoir d'achat, fait de plus en plus ses choix en fonction de l'éthique d'entreprise et de la durabilité. Ce n'est pas une dépense. C'est un investissement pour garantir la pertinence de notre marque pour les 50 prochaines années. Mes projections démontrent que, bien que nous subissions une baisse de 5% de nos bénéfices nets au cours des 18 premiers mois, la presse favorable, la fidélité accrue de la clientèle et les incitations fiscales gouvernementales conduiront à une croissance projetée de 15% de nos parts de marché d'ici 5 ans. Nous ne serons plus seulement une marque de luxe. Nous serons la marque de luxe éthique. Elle marqua une pause, laissant ces mots faire leur chemin. Mon père a bâti cette entreprise sur l'excellence et la transmission. Voici l'héritage que nous laisserons au XXIe siècle. La motion est soumise au vote. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Gérard de Montclerc s'enfonça dans son fauteuil en cuir, vaincu. Dans un coin, maître Bernard Lefebvre observait la scène, un rare sourire de fierté aux lèvres. Le titan endormi s'était bel et bien réveillé. Sa nouvelle vie ne se limitait pas à la salle du conseil. L'appartement haussmannien, autrefois une froide vitrine étalant la réussite de Christophe, avait été métamorphosé. C'était désormais un foyer vibrant de chaleur et de rire. Elle était présente pour ses enfants, véritablement présente pour la première fois. Elle les aidait à faire leurs devoirs, assistait au spectacle de fin d'année et partageait de longues conversations sur leurs espoirs et leurs doutes. Elle redécouvrait la joie dans ces petits instants d'authenticité qu'elle avait ratés lorsqu'elle jouait le rôle de la parfaite épouse mondaine. Elle n'était plus seulement une présidente. Elle était une mère, une meneuse, une personne entière vivant enfin sa propre existence, selon ses propres règles. Par un soir frisquet d'automne, Christophe rentrait à pied de la station de métro, le col de son fin manteau relevé pour se protéger d'un vent mordant. La ville qui lui avait autrefois paru être son royaume semblait désormais étrangère et hostile. Il s'arrêta devant un kiosque à journaux. L'éclat vif des magazines offrait un contraste brutal avec la grisaille du trottoir. Et elle était là. Son visage faisait la couverture de l'édition française de Forbes. C'était un cliché saisissant. Nathalie se tenait sur le balcon de la suite présidentielle de l'hôtel des Tuileries. Sa suite. Les lumières de Paris scintillant derrière elle comme un tapis de diamants étalé à ses pieds. Elle fixait directement l'objectif, arborant une expression de puissance sereine et de confiance inébranlable. Le gros titre prenait des allures de couronnement, Nathalie de Rochefort, comment l'héritière silencieuse a réinventé un empire mondial. Sa main tremblait lorsqu'il paya le magazine. De retour dans le silence oppressant de sa chambre de bonne, il s'assit sous la lueur blafarde de son unique lampe et lut l'article. C'était une hagiographie, un hommage éblouissant à son génie visionnaire. Le journaliste détaillait ses initiatives écologiques, ses acquisitions astucieuses de chaînes d'hôtels-boutiques, son programme de partage des bénéfices avec les employés. Il citait des concurrents du secteur qui exprimaient leur admiration, bien qu'à contre-cœur. Puis il parvint au passage évoquant sa vie privée. Après un divorce à l'amiable avec son ancien époux, lut-il, Madame de Rochefort s'est concentrée sur ses enfants et sur son rôle de dirigeante novatrice dans l'industrie hôtelière, prouvant qu'un nouveau chapitre peut s'avérer être le plus gratifiant de tous. Divorce à l'amiable. Ces mots déclenchèrent un rire âpre et sec dans sa gorge. Il n'était pas le grand méchant de son histoire. Il n'était même pas une note de bas de page. Il était une faute de frappe que l'on avait corrigée, un détail gênant totalement effacé du récit. Il laissa le magazine glisser de ses doigts. Il tomba sur le sol, le visage triomphant de Nathalie continuant de le dévisager d'en bas. Il ne l'avait jamais réellement regardée. Il l'avait eue sous les yeux tous les jours pendant 15 ans, et n'avait vu en elle qu'un reflet de sa propre réussite, un accessoire aussi beau que passif. Il n'avait pas su voir l'intelligence vive, le cœur patient et ce noyau d'acier de la lignée de Rochefort qui coulait dans ses veines. Il s'était cru le maître absolu de son univers, un soleil autour duquel tout gravitait. Mais il n'avait été qu'une lune mineure en orbite autour d'une étoile, il avait été assez fou pour croire que sa propre lumière faiblarde était la source de toute puissance. Il se leva et s'approcha de la petite lucarne, fixant le mur de briques sombres et impitoyables qui constituait désormais son seul horizon.
Il se l'imagina debout dans son vaste bureau au sommet de la tour Rochefort, contemplant l'étendue infinie et scintillante de la ville, une capitale qui était maintenant sienne et qu'elle avait conquise. Loin au-dessus, une aube nouvelle s'était levée pour Nathalie de Rochefort, lumineuse et pleine de promesses. Pour Christophe de Valmont, abandonné dans les ténèbres tout en bas, ce n'était rien d'autre qu'un crépuscule permanent et amplement mérité.